la bourse en général, en fait la crypto, moi je vois ça comme l'extension de la bourse la plus risquée, on va dire la poche la plus risquée de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en bourse, parce que justement c'est jeune et c'est très peu liquide, donc ça bouge beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup de liquidité pour faire bouger le marché, c'est pour ça qu'on arrive à faire des profits phénoménaux. Mais en fait, ça arrive en bout de chaîne de tous les assets à risque du marché traditionnel, j'ai envie de dire. Donc, faut pas penser que d'un coup ça va se décorréler. Enfin, ça peut dans le futur, enfin, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je suis pro crypto, enfin, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même pas perdre de vue que c'est beaucoup lié à l'économie en général. Et si l'argent ne rentre pas dans les assets à risque de la bourse traditionnelle, c'est, je veux dire, très peu probable que ça rentre dans la crypto. Donc c'est pour ça qu'on suit la macroéconomie en premier, et après on regarde ce qui se passe sur la crypto. En gros, c'est de la navigation des capitaux. On a les capitaux de base, ils sont dans le dollar. Et après, potentiellement, ils rentrent pas forcément sur les cryptos. D'abord, ils rentrent sur quoi les stocks, les Ouais, matières ouais, précieuses. ça dépend quoi en fait, ça dépend ce qui est en vogue sur le moment en fait. Je peux vous faire un tour de tout de tout ce qui est dispo entre guillemets sur la bourse. Faut partir du principe aussi que tout est centralisé dans la bourse parce que quand on a des milliards, il n'y a qu'une seule chose qui est dispo pour nous, c'est la bourse. Et c'est pour ça que tout est dispo en dérivé ou pas dérivé sur la bourse. Donc on peut regarder tout ce qui est comment dire tout ce qui est dans le monde physique. Il faut penser qu'il y a toujours quelque chose qui est reportable sur la bourse et qu'on peut acheter ou vendre. Donc on peut vraiment séparer secteur par secteur. Si on veut vraiment traiter un secteur très précis, il y a soit des ETF, soit vous pouvez trouver dans les screeners euh, carrément tous les secteurs que vous voulez quoi. Ici, hop, on peut chercher tous Ah, les secteurs. comme les cryptos, on a DeFi, NFT, Voilà, etc. Bah, stocks, on peut trouver aussi. on peut trouver tout pareil. Et ici, si vous voulez pas que vous cassez la tête, comme je disais tout à l'heure, il y a des ETF. Voilà, il y a des ETF qui répartissent, qui concentrent pardon, tous les secteurs de tous les segments de l'activité économique entre guillemets quoi. Donc ici on peut adapter pareil hein, l'indicateur à ça et on peut voir qui reste fort et qui s'est mangé une claque, qui est en tendance en train de repartir, qui se crache la gueule alors que tout le monde est en train de monter. Enfin voilà. Donc là, pour vulgariser un peu, bon, du coup, déjà, l'indicateur, il fonctionne sur des assets, donc des actifs crypto, stocks, mais également sur des ETF, donc des ETF, quoi. Ouais. Et du coup, avec ces différents secteurs que tu peux sélectionner, ça Ouais. te permet de, en gros, en un coup d'œil, je sais pas, tu prends le secteur de la tech, tu mets ton indicateur, Mm. tu vois que c'est des riches, tu dis, ok, bah, soit je short, mais si je suis pas à l'aise à shorter, bah, je vais acheter ailleurs. Mais en Ouais. fait, tu peux prendre un ETF inverse carrément. Il est là. Ouais. Je crois que c'est quoi? C'est S&P 500 en short, Non, c'est ça? alors, ça dépend parce qu'il y a des ETF américains qu'on va pas pouvoir acheter ici en Europe, ou alors vraiment sur des brokers particuliers, mais moi j'achète plutôt des trucs qui sont cotés en Europe. Donc en fait, c'est des ETF qui répliquent à l'inverse de l'indice qu'on veut suivre. Donc là, par exemple, tu as l'indice S&P 500 en x3, donc ça fait des performances de crypto des fois. Hein. Si on achète vraiment au creux, là, à peu près, bon, fallait avoir. Soit tu achètes en DCA, soit fallait partir du principe que ouais, ça pouvait pas aller plus bas parce qu'on s'était craché vraiment fort. Mais admettons que tu mets all-in ici, tu fais une grosse performance aussi, quoi. Tu vois? Ok. Tu fais une grosse performance alors que c'est juste un ETF qui réplique le S&P 500. Donc le S&P 500, on part du principe aussi qu'il est toujours bullish sur le long terme. Donc on ne prend pas énormément de risques non plus à acheter du S&P 500 ou alors du Nasdaq. Donc voilà, il y a des choses à faire et on n'est pas obligé de shorter qui nous coûte des frais, on peut se faire liquider tout ça. Là, voilà, il y a des ETF qui peuvent permettre de faire ça quoi. Mais si vous voulez pas prendre du x3, il y a des ETF classiques, il y a même des ETF, je crois que le ticker c'est CW8, qui répliquent tous les indices du monde entier. Donc ça peut être une solution aussi.
Si on veut pas se prendre la tête, voilà, on Donc achète là, ça c'est et sûr ça fait moins de que perf, mais hein? les marchés financiers globaux, pour investir sur les marchés financiers globaux, tu as ce genre d'ETF. Voilà, Donc en gros, exactement. j'essaie de vulgariser un petit peu ce que tu dis. Ouais. Les ETF un peu sur tout, même en short. Donc ça veut dire, Mm. tu as des ETF si tu sais qu'il va y avoir un crash imminent. En fait, tu peux investir sur cet ETF Ouais. qui va shorter à ta place et potentiellement avec du petit levier également derrière. Après là, bon, ça reste plus Et enfin, des ouais, compétences de trader. Même moi, je suis pas à l'aise à shorter, donc je ne shorte pas. Mais en tout cas, ça existe et c'est applicable avec ton indicateur, par c'est exemple. ça, c'est ça. Là, par exemple, c'est un ETF sur la volatilité du marché. Je sais pas si vous connaissez le VIX. Donc le VIX, on l'a là en classique. Il est là. Et c'est en fait, au plus il y a de volatilité, au plus cet indice va bouger et va augmenter. Et s'il y a moins de volatilité, il va descendre. Donc si on pense qu'il va y avoir un crash, par exemple le Corona, si on pensait qu'il allait y avoir un crash plus que la petite baisse qu'on a eue au début, ça valait le coup d'en acheter un peu pour hedger son portefeuille, quoi. Et là aussi, il y a de la grosse performance à faire, quoi. Mais bon, ça c'est Ok, des ouais. trucs un peu plus avancés. Ça sert à rien Ouais. d'en parler là. Et pareil pour le CAC 40, donc je parlais du S&P, mais voilà, il y a d'autres indices. Le CAC 40, pareil, il a tourné rouge ici. On voit que, pour faire simple, hein, quand ça rebondit et qu'on est dessus et que c'est vert, c'est plutôt des localisations d'achat. Donc là, on a un nuage, ici, là, on a du court terme, on peut acheter en court. Enfin, on va dire que ça, c'est un nuage qui nous donne la tendance. Donc là, on voit qu'elle est très forte, ascendante. Et on peut par exemple acheter à chaque fois que ça vient taper le nuage. Et là, on voit que c'est passé bearish. Donc là, ça s'est craché assez violemment. Et on voit que là, c'était difficile à passer. On est passé rouge et on vient de taper dessus. C'est plus une localisation de vente que d'achat ici. Et sans rien, c'est vrai que c'est compliqué de savoir, bon, ben là, est-ce qu'on repart to the moon comme on a fait au Covid, ou ça va chercher un point bas et éventuellement voilà, le poser ici sur le premier bas qu'on a, enfin le premier bottom qu'on avait fait ici, on est venu le retravailler ici, et potentiellement les gros joueurs ils ont accumulé ici et c'est potentiellement notre point bas. Mais ça, on va le savoir par la suite. Franchement, ça vaut pas le coup d'anticiper à chaque fois et de faire all-in en pensant que le scénario qu'on avait en tête il est bon, parce que en bourse on peut vite se faire briser, et si on est brisé par le marché, c'est dur après de revenir et de reconstruire des positions, et on va toujours avoir peur, vendre trop tôt, acheter au mauvais moment, enfin voilà. Et donc du coup, je pense que ça vaut pas le coup d'anticiper trop tôt. Et c'est pour ça que le DCA sur la crypto, c'est bien, mais on a vu comment ça peut se faire défracter. Je sais pas, sur des assets. Après, du coup, ça, c'est de l'expérience d'investisseur, hein. Plus on se prend des claques et plus on apprend. Ouais, C'est vrai que moi, avant, je voyais un dip, bah, je l'achetais coûte que coûte. Et bah, aujourd'hui, moi, je sais que il n'y a rien qui presse. Euh, un truc tout con, hein, mais ça sert à rien d'acheter de l'Ethereum à 1000 $, si tous les indicateurs sont baissiers. Vaut mieux l'acheter à peut-être 2000 $ avec tous les indicateurs ouverts. exact. Donc, certes, on a loupé un fois deux, mais le risk-reward est bien plus intéressant. Donc voilà, ça c'est ce que j'essaye d'apprendre à faire, parce que psychologiquement c'est compliqué de ne pas suivre ce que pense notre cerveau, donc ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on pense, mais c'est des choses plus rationnelles, et si on veut vraiment optimiser nos placements, c'est comme ça qu'on peut évoluer sur le long terme. C'est vrai, Euh, ouais, c'est bien résumé. ouais. Moi, je préfère remettre. Direct après. Hein? Tu montres Bitcoin direct après. Ouais, 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 je vais montrer Ethereum, mais. Donc il faut savoir aussi que l'indicateur il réagit pas en fonction des. Il réagit pas pareil en fonction des time frames. Ici, quand on est investisseur vraiment long terme, on peut éventuellement faire du 3 jours ou du weekly. Donc là, on voit que ça a commencé à flasher deep. Sinon, le truc classique, c'est du daily, mais on peut aller bien plus bas, hein. Je vous montrerai après, mais c'est pas super pertinent. C'est un peu sur ça que j'ai basé mon bot.
vous voyez que les dips ils sont justement pertinents, mais ça va pas vous donner la tendance long terme. Donc si vous voulez pas vous casser la tête et que vous n'êtes pas trader et que vous voulez juste suivre une tendance et regarder à peu près quand ça se retourne et quand acheter le dip, c'est plutôt du daily qu'il va falloir prendre. Mais le 15 minutes et même moins, ça fonctionne aussi. Les signaux peuvent être un peu retardés. Par exemple, là, on voit qu'il y a eu un signal. Il n'y a pas tout le temps des signaux avec des flèches, mais les couleurs nous donnent l'indication qu'on est dans cette configuration de marché. C'est-à-dire que ici, en vert, c'est qu'on a une tendance haussière forte, mais c'est sur du 5 minutes. Ça veut dire que c'est pas haussier pour le reste des mois à venir. Mais on Ouais, voit attends, bien que... Hmm. du coup, bon, là, je répète, hein, c'est pas un live pour montrer son indicateur, mais c'est ce qu'il utilise et c'est ce que j'utilise moi. On fera une vidéo plus complète sur vraiment l'indicateur, comment il fonctionne. En gros, moi, ce que je me sers, c'est voilà, les couleurs, la ligne, je sais plus comment tu l'appelles, là, La moyenne moyennes mobile de temps, de 100, ouais. et du coup, les petits carrés, les petits indicateurs qui disent, tu peux rappeler, il y a quoi? Il y a prise de TP partielle, dip. Ouais. Alors, il y a le dip, le prise de TP partiel, qui est potentiellement des points hauts, mais ça peut être des points hauts dans la tendance haussière, hein. Et le panneau attention, donc il faut faire attention à potentiellement la tendance se renverse. Ici, on voit que le vert, il est plus transparent, donc ça veut dire que la tendance, elle s'affaiblit ici. Et ici, le rouge, c'est que la tendance, elle se renverse et que potentiellement, quand on vient toucher le nuage ici, c'est un moment de vendre ou de shorter plutôt que d'acheter. Et après, d'acheter le dip en tendance baissière, ben, c'est risqué parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut aller et jusqu'où ça peut aller. Et c'est en fonction de chacun. S'il y en a qui croient en Ethereum et qui veulent accumuler sans arrêt, ici ça donne des bons points d'entrée. Voilà, au lieu d'en acheter là, ça va pas flasher deep là, on achète là, c'est un peu plus bas. Ici c'est un peu plus bas. Après, voilà, c'est adapté à son money management et à sa vision, parce qu'il y a des dips. Bah, après, la plupart des dips, hein, généralement, après, Ils sont pas loin des ça, bottoms, ouais. Ah, ça pump de quoi 10 ou 15%, voire plus des fois. ouais, ouais, Donc, en ouais, fait, ouais, carrément. court terme, bah, les dips ils sont hyper intéressants. Si vous êtes sur du long terme, potentiellement, c'est intéressant, mais pas à revendre de suite, parce que s'il fait plus 15% derrière, ok. Mais en fait, si vous êtes là pour hold, derrière, il peut rechuter plus bas, mais pour autant, vous avez eu un bon point. Mm. Là, je montre un exemple qui a pas bien fonctionné, c'était pendant le crash Covid. Voilà, là, on a un événement exogène et enfin, voilà, c'est des mathématiques, hein, l'indicateur, donc ça prend pas tout en compte. Là, il avait pas anticipé que voilà, on allait se crasher bien plus que d'habitude, on va dire. Donc, c'est un peu à nous de voir, c'est pour ça que je veux pas le montrer comme un bot, bien que tout est connectable à 3 commas par exemple. On peut acheter et vendre tous les signaux, mais voilà, c'est pas trop pertinent. Enfin, je peux vous montrer dans une prochaine vidéo comment connecter avec des webhooks. Mais je trouve que voilà, faut faire un peu gaffe à la macroéconomie, faut sentir un peu dans quel contexte on est. Mais à chaque fois, vous n'aurez pas super faux si vous suivez l'indicateur. Enfin, c'est vrai, je veux pas parler que de ça, mais je veux dire, faut se fier à à du technique pour pas se faire noyer par tout ce qu'on entend. C'est plutôt le message que je veux faire passer. Et comme disait tout à l'heure, Elliot, c'est que vaut mieux attendre qu'on repasse vert, qu'on repasse sur la moyenne mobile, qu'on repasse sur le nuage et qu'on achète par ici et qu'on fasse une belle hausse après, qu'on achète là et au final on pense que c'était un bon prix ici, mais peut-être ça l'aurait pas été et on descend bien plus bas et on avait espoir que ça remonte de suite après et en fait on se tape une grosse baisse. Bon, après je dis ça, mais bon, le Bitcoin, on a vu un peu ce qu'il faisait, son pattern comme ça m'étonnerait qu'il se crache d'un coup comme ça, quoi. On ne sait jamais, mais voilà. Ici, Ouais, tu peux donner, bon après je sais que c'est pas évident, mais des paliers, par exemple, quelle est la prochaine target basse, quelle est la prochaine target hausse, à partir de quand on peut passer bullish en ouais. termes de prix. Je pense que ça peut être pas mal de donner Ouais. ces indications. Ben après, donc là on va passer dans du un peu plus technique, mais comment ça marche un prix en bourse? C'est pas forcément en fonction de la supply, je dirais.
mais plutôt en fonction de qu'est-ce qui a été défendu par le passé. Donc là, j'ai pris la charte de BLX, c'est là où il y a le plus de- d'historique, et là, je l'ai divisé par la masse monétaire du dollar. C'est un peu de la magie noire, mais ça fonctionne vraiment pas mal, et je voulais vous montrer ça sur le S&P tout à l'heure. Mais par exemple, voilà, un marché, il revient souvent, pas toujours, mais il revient souvent retester les précédents plus hauts. Et là, donc là, on voit bien, j'ai ici intégré dans l'indicateur le pic de 2017. Et on voit bien que ça revient tester les plus hauts. Et donc ça, je sais pas s'il y en a qui font partie du Tron, de la chaîne YouTube Le Tron. Mais j'ai suivi pas mal de formateurs, j'ai presque tout pris. Et il n'y avait rien trop qui me disait. Enfin, je préfère suivre euh, ma- comment dire, mon système plutôt que de suivre le système de tous les youtubeurs qu'il y a sur internet. Mais je sais comment il fonctionne et il y a vraiment du bon contenu. Et notamment le Tron parle beaucoup de W et de M. Et là, on voit un énorme W. Et là, on est revenu tester la ligne de coup ici du W. Donc on voit que ça fait un W. Hop. Et bon, un W, là je sais pas s'il y a un plus bas. Mais on va dire, voilà, ça a la forme d'un W. Et là, on est revenu tester les précédents plus haut, plus la ligne de coup du W, pardon. Normalement, on s'en sert pas trop comme ça. La ligne de coup ici, elle doit être retestée à la sortie du W. On vient retester et on repart. Mais là, voilà, je vous donne quelques idées pour faire votre analyse parce que voilà, chaque trader a son idée et c'est pour ça que le marché monte et descend parce qu'il y en a qui sont en désaccord et d'autres en accord avec ce qui se passe avec le marché. C'est pour ça qu'il y en a qui vendent et qui achètent. Donc je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense que ouais, on commence à rentrer dans des bonnes localisations d'achat. Euh, je pense que là, ils ont essayé, ceux qui ont la force de bouger le marché, ils ont essayé de faire quelque chose très très différent de d'habitude des précédents cycles du Bitcoin pour un peu perdre tout le monde parce qu'ils voient que je pense il y a de plus en plus de gens formés sur le marché donc il fallait faire quelque chose d'un peu nouveau pour perdre un peu tout le monde et plus savoir quoi faire. C'est plus monté parabolique, mais ça a quand même fait une grosse performance. Après, on est revenu, on a cassé le sommet, mais au final, c'est une chasse de liquidité ici. On est venu péter tous les stops et on est redescendu. Voilà, faut faire gaffe parce que tout ce qui s'est passé, on peut dire ouais, ça se répète, c'est vrai. Mais là, on a vu que waouh, c'était pas du tout En comme gros, d'habitude, quoi.